Et si les murs pouvaient la parler, si les fondations d'une maison n'étaient pas seulement faites de béton et de briques, mais aussi des secrets et des silences de ceux qui y ont vécu avant nous, chaque maison est un coffre-fort de souvenirs, mais certains de ces souvenirs ne sont pas des trésors, ce sont des fardeaux. Regardez attentivement cette photographie. Nous sommes en 1968, dans une banlieue pavillonnaire tranquille près de Lyon. Le couple qui nous sourit, ce sont Jean-Pierre et Colette Dubois. Lui, fier dans son costume du dimanche, elle, radieuse dans sa robe à fleurs, le bonheur incarné. Ils prennent la pose devant leur plus grande réussite, leur première maison. Une maison neuve, symbole de leur avenir, de la promesse des 30 glorieuses qui battaient son plein. Mais je veux que vous regardiez au-delà de leur sourire. Regardez la maison elle-même. Les fenêtres ressemblent à des yeux qui observent. La porte d'entrée est une bouche fermée sur un secret. Car la joie éclatante de ce couple n'est qu'un voile fragile jeté sur une histoire bien plus sombre. Un cauchemar qui s'est déroulé entre ces murs bien avant leur arrivée. Ce qu'ils ne savent pas, en cet instant précis où le déclic de l'appareil photo immortalise leur espoir, c'est qu'ils ne viennent pas d'acheter une maison, mais le dernier chapitre d'une tragédie. Et je vous le promets, à la fin de cette histoire, vous ne verrez plus jamais cette image de la même manière. Vous y verrez le poids invisible que ce couple porte sans le savoir. Notre mission, sur cette chaîne, est de redonner une voix à ceux que l'histoire a tenté de faire taire, de mettre en lumière les héros invisibles, dont les sacrifices construisent le monde des autres. Si vous croyez que chaque vie, même la plus humble, mérite d'être racontée, alors abonnez-vous et aimez cette vidéo. Aidez-nous à honorer ces mémoires oubliées. L'année 1968 en France est une année de contrastes violents. Tandis que Paris est secoué par les révoltes étudiantes et les grèves ouvrières, une autre France, plus silencieuse, poursuit un rêve plus simple, celui de la stabilité. Jean-Pierre et Colette appartenaient à cette France-là. Lui était contremaître dans une usine de textile, un homme sérieux, méthodique, dont les mains portèrent les marques du travail acharné. Colette était secrétaire dans une petite administration, une femme douce et rêveuse, qui découpait dans les magazines des photos de cuisine moderne et de jardins fleuris. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt, lors d'un bal populaire. Leur amour était une évidence, une construction patiente, à l'image de leurs économies. Chaque franc était mis de côté, chaque dépense était calculée. Le cinéma était un luxe, les vacances, un songe lointain. Leur unique objectif était cette maison. Pour eux, ce n'était pas seulement un toit, c'était une forteresse contre les incertitudes du monde, la promesse d'une vie meilleure pour les enfants qu'ils espéraient tant avoir. Lorsqu'ils ont reçu les clés, une semaine avant que cette photo ne soit prise, ils ont ressenti un vertige de bonheur. La maison sentait encore la peinture fraîche et le plâtre neuf. Ils ont passé des heures à parcourir les pièces vides, main dans la main, leur voix résonnant dans le silence. Ici, le salon, où ils installeraient le grand buffet hérité de la grand-mère de Colette. Là, la petite chambre, face au jardin, qui serait parfaite pour un bébé. Jean-Pierre tapotait les murs avec fierté, vérifiant leur solidité. Colette, elle, s'attardait aux fenêtres, imaginant déjà les rideaux qu'elle coudrait elle-même. Tout était parfait, propre, immaculé. C'était une page blanche sur laquelle ils allaient écrire leur vie. Pourtant, dès les premiers jours, d'infimes détails, comme de fines fissures dans une façade neuve, commencèrent à apparaître, des choses si subtiles qu'on pouvait facilement les ignorer, les attribuer à l'âge du bâtiment, bien que neuf, ou à une imagination trop fertile. Le premier signe fut un courant d'air, un souffle froid, persistant, dans la future chambre d'enfant, même lorsque toutes les fenêtres et les portes étaient défermées. Jean-Pierre la calfeutrait, accusant une mauvaise isolation, mais le froid semblait parfois revenir, une présence glaciale, et localisé. Puis, il y eut ce bruit, un léger grincement du plancher à l'étage, toujours au même endroit, au milieu de la nuit. Jean-Pierre se levait, inspectait, ne trouvait rien. La maison se tasse, disait-il pour rassurer Colette, qui devenait de plus en plus nerveuse. Elle commençait à se sentir observée, surtout dans cette petite pièce à l'étage. Parfois, en y entrant, elle avait l'impression de déranger, comme si elle venait d'interrompre une conversation silencieuse. Elle n'osait pas en parler à Jean-Pierre, de peur de paraître folle, de gâcher leur bonheur si chèrement acquis. Elle se contentait de fermer la porte de cette chambre, reportant sans cesse le moment d'y installer les meubles. La découverte la plus étrange eut lieu alors que Colette nettoyait les murs du salon, préparant la pose du papier peint. Dans un coin, près du sol, une petite plaque de plâtre semblait mal fixée. En la touchant, elle se détacha, révélant une petite cavité. À l'intérieur, niché dans l'isolant, se trouvait un objet,
Un petit oiseau en bois, grossièrement sculpté, mais avec une finesse touchante dans les détails des ailes. Il était peint en bleu, une couleur passée, écaillée par le temps. Qui aurait pu laisser ça là? Un ouvrier, peut-être? Un de ses enfants? Mais la maison était neuve, le constructeur l'avait assuré. Ils étaient les tout premiers occupants. Jean-Pierre, pratique et rationnel, a haussé les épaules. Un jouet oublié, on le jettera. Mais Colette ne pouvait s'y résoudre. Elle sentait que cet oiseau n'était pas un simple jouet. Il y avait une tristesse infinie dans cet objet abandonné, une solitude qui faisait écho à la sienne dans cette maison, qui peinait à devenir un foyer. Elle a gardé l'oiseau, le cachant dans sa boîte à couture, sans trop savoir pourquoi. Ce petit oiseau bleu, trouvé par hasard dans le silence d'un mur, était le premier mot d'une histoire qui n'avait jamais été racontée. C'était la clé fragile d'un secret emmuré, le vestige d'une vie invisible qui, patiemment, dans le froid et les craquements de la nuit, commençait à réclamer son dû. Le petit oiseau de bois bleu n'a jamais été jeté. Contre l'avis de Jean-Pierre, Colette l'avait posé sur la commode de leur chambre, à côté d'un portrait de sa mère. C'était devenu un témoin silencieux, une présence discrète dont le mystère semblait imprégner lentement le reste de la maison. Les semaines qui ont suivi la prise de cette photographie joyeuse ont vu la joie s'éroder, grain par grain, remplacée par une anxiété sourde et insidieuse. Le rêve, si lumineux au début, commençait à se ternir sur les bords, comme une vieille photo qui prend l'humidité. La maison n'était plus une page blanche. Colette sentait qu'un texte invisible était déjà écrit sur ses murs. Une histoire qu'elle ne parvenait pas à lire, mais dont elle ressentait le poids à chaque instant. Jean-Pierre, de son côté, s'enfermait dans le travail et les projets de rénovation. Il installait des étagères, peignait les volets, planter des rosiers dans le jardin. Chaque coup de marteau était une tentative de faire taire les craquements, chaque couche de peinture, une façon d'effacer les ombres qui dansaient dans la vision de sa femme. Il voulait croire que le bonheur était une question de volonté, qu'il suffisait de le construire brique par brique pour qu'il soit solide. Il ne comprenait pas que le problème ne venait pas des briques, mais du ciment invisible qui les liait. Les phénomènes devinrent plus précis, plus difficiles à ignorer. Le grincement du plancher à l'étage n'était plus un simple bruit de tassement. Il avait pris un rythme. Parfois, le soir, alors qu'ils étaient tous les deux dans le salon, ils l'entendaient distinctement au-dessus de leur tête. C'était le bruit de pas lents, hésitants, qui allèrent de la petite chambre froide jusqu'en haut de l'escalier, avant de s'arrêter net. La première fois, Jean-Pierre avait bondi, pensant à un cambrioleur. Il avait monté les marches 4 à 4, pour ne trouver que le silence et des pièces vides. « C'est le vent dans le grenier », avait-il décrété, le souffle court. Mais il n'y avait pas de vent ces nuits-là. La tension entre eux grandissait. Colette, pâle et les traits tirés par le manque de sommeil, scrutait le plafond à chaque bruit. Jean-Pierre, exaspéré, faisait semblant de ne rien entendre, montant le son de la radio. « Arrête avec ça, Colette, lui dit-il un soir, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Tu vas finir par nous rendre fous tous les deux. C'est notre maison, notre chance. Ne gâche pas tout avec tes peurs imaginaires. » Les mots de Jean-Pierre la blessèrent profondément, non pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils creusaient un fossé entre eux. Elle se sentait terriblement seule face à cette présence que son mari refusait de reconnaître. Poussée par un mélange de peur et d'une étrange forme de compassion pour cette âme invisible, Colette commença sa propre enquête silencieuse. Pendant que Jean-Pierre était à l'usine, elle explorait la maison non plus comme une propriétaire, mais comme une archéologue du présent. Elle passait des heures dans la petite chambre, s'habituant au froid, essayant de comprendre. Elle remarqua une odeur, très faible, presque imperceptible, une odeur de papier jauni et de fleurs séchées qui semblaient émaner des murs eux-mêmes. Elle se mit à tapoter doucement les lattes du plancher, à chercher des cavités, des secrets. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Peut-être une lettre, un journal, une explication rationnelle à ce qui la tourmentait. Elle voulait donner un nom à sa peur, pour pouvoir l'affronter. C'est dans cette pièce qu'elle passait le plus de temps, sentant que c'était là le cœur du mystère. C'était l'épicentre du froid, le point de départ des pas nocturnes. Parfois, assise en silence sur le sol, elle avait l'impression d'entendre un murmure, le souffle d'une chanson d'enfant, si fugace qu'il pouvait n'être que le sang qui battait à ses propres tempes. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. La découverte eut lieu un mardi après-midi pluvieux. La lumière grise qui filtrait par la fenêtre donnait à la pièce une atmosphère encore plus mélancolique. Colette était à genoux, nettoyant les plinthes avec une éponge. C'était une tâche machinale,
une façon d'occuper ses mains et son esprit. En frottant le long du mur sous la fenêtre, son ongle accrocha quelque chose. La plainte en bois bougea légèrement. Intriguée, elle tira doucement. Avec un petit grincement de protestation, la planche se détacha du mur, révélant le plâtre brut derrière elle. Et sur ce plâtre, gravé avec ce qui semblait être un clou ou une pointe de compas, il y avait un nom. Un seul mot, calligraphié avec une application enfantine mais déterminée, Élise. Et juste en dessous, une date, 1958. Le cœur de Colette s'arrêta. Ce n'était plus une impression. Ce n'était plus le vent, ni la maison qui se tasse. C'était une personne, une fille, Élise. La présence avait un nom. La tristesse qui imprégnait la maison avait une source. Ce n'était pas un fantôme sans visage. C'était le souvenir d'une enfant qui avait vécu, et peut-être souffert, entre ces murs. Elle resta là, à genoux sur le sol froid, la main posée sur le nom gravé, sentant une vague d'émotion si puissante la submerger, un mélange de peur, de pitié et d'une incroyable clarté. Le cauchemar n'était pas dans sa tête. Il était gravé dans la chair même de la maison. Ce soir-là, quand Jean-Pierre rentra, fatigué, il la trouva assise dans le noir, dans le salon. Elle ne dit rien, le prit simplement par la main et le conduisit à l'étage. Elle lui montra la plainte enlevée et le nom sur le mur. Jean-Pierre fixa l'inscription, son visage se décomposant lentement. Le scepticisme, la rationalité, l'exaspération, tout disparut pour laisser place à un trouble profond. Le silence dans la pièce était total. Mais pour la première fois, ils entendaient la même chose, le cri silencieux d'Élise. La découverte du nom Élise avait brisé le scepticisme de Jean-Pierre, mais elle avait aussi brisé autre chose, le silence entre lui et Colette. La peur, qui avait été un mur les séparant, devint un pont. Il n'était plus l'homme rationnel et la femme hystérique. Ils étaient un couple uni face à l'inconnu, deux âmes cherchant à comprendre le chagrin qui hantait leur foyer. La maison n'était plus seulement la leur. Ils se sentaient désormais comme les gardiens d'une mémoire, investis d'une responsabilité envers cet enfant dont le nom était gravé dans leur mur. Le soir, ils ne montaient ni plus le son de la radio pour couvrir les bruits. Ils écoutaient, et dans les pas hésitants à l'étage, ils n'entendaient plus une menace, mais un appel. La peur était toujours là, une note de fond persistante, mais elle était maintenant mêlée de pitié et d'une détermination farouche à découvrir la vérité. Qui était Élise? Et quel drame s'était joué en 1958, 10 ans plus tôt, dans cette chambre froide où le soleil lui-même semblait hésiter à entrer? Ce fut Jean-Pierre qui proposa la première étape, une démarche logique et méthodique pour canaliser leur angoisse. Le lendemain, il se rendit à la mairie. Il imaginait que la solution se trouverait dans un registre poussiéreux, une ligne d'encre sur une page jaunie. Après une longue attente, un fonctionnaire au visage las consentit à chercher les archives de la propriété. Le nom des premiers propriétaires apparut enfin, la famille Martin. Henri et Jeanne Martin, arrivés en 1957. La date correspondait. Jean-Pierre sentit une bouffée d'excitation, le frisson de la première pièce d'un puzzle qui s'emboîte. Il demanda s'il y avait un acte de décès enregistré pour une enfant nommée Élise Martin, en 1958 ou 1959. Le fonctionnaire soupira, disparut de nouveau dans les archives, et revint en secouant la tête. Aucune Élise Martin dans les registres de décès pour ces années-là, ni naissance d'ailleurs. Les Martin ont vendu la maison en septembre 1958. Ils sont partis sans laisser de nouvelle adresse. C'était une impasse. Une famille était venue, puis avait disparu, effacée des registres officiels. Pour l'administration, Élise n'avait jamais existé. Cette absence de traces était presque plus inquiétante qu'une confirmation de sa mort. C'était un vide, une anomalie. Jean-Pierre quitta la mairie avec plus de questions que de réponses. Un sentiment frustrant que la vérité était un fantôme elle aussi, insaisissable. Le soir, alors qu'il racontait sa déconvenue à Colette, ce fut elle qui eut l'idée suivante. Une idée basée non pas sur les archives, mais sur la mémoire humaine. « Et les voisins ?» dit-elle doucement. « Cette rue n'est pas si nouvelle. Quelqu'un doit bien se souvenir de la famille qui vivait ici avant nous. » Le lendemain, un samedi, ils se lancèrent dans cette quête délicate. La plupart des voisins étaient de nouvelles familles, comme eux, attirés par le rêve pavillonnaire. Ils secouaient la tête poliment, désolés de ne pouvoir les aider. Alors qu'ils perdaient espoir, la dernière maison de la rue, une bâtisse un peu plus ancienne avec un jardin envahi de fleurs sauvages, leur offrit une piste. Une vieille dame, Madame Hélène, les regarda depuis son perron, ses yeux vifs et curieux plissés derrière des lunettes épaisses. Quand Colette, avec une hésitation infinie, mentionna le nom des Martin, le visage de la vieille dame se ferma. « Les Martin » répéta-t-elle, le ton soudainement grave. C'est une histoire que les gens d'ici préfèrent oublier. Elle les fit entrer dans son salon qui sentait la cire d'abeille, et le temps passait. Elle leur raconta. Les Martin étaient des gens discrets, presque effacés. Lui travaillait à la ville, elle ne sortait que très rarement. Et puis, il y avait la petite, Élise. Madame Hélène se souvenait d'elle comme d'une ombre, une enfant si douce,
mais si fragile, dit-elle en remuant son café, son regard perdu dans le vague. Elle était toujours malade, une maladie des poumons, je crois. Elle ne jouait jamais dehors avec les autres enfants. Je la voyais parfois à sa fenêtre, à l'étage. Elle regardait les autres jouer. Pendant des heures, Colette sentit un frisson la parcourir. La fenêtre de la chambre froide. Élise était là, prisonnière de sa maladie, regardant la vie passer sans elle. Elle était très douée de ses mains, continua Madame Hélène. Son père lui rapportait des chutes de bois, et elle passait ses journées à sculpter, surtout des oiseaux. Elle disait que puisqu'elle ne pouvait pas sortir, elle créait des choses qui pouvaient s'envoler pour elle. Le cœur de Colette se serra si fort qu'elle en eut le souffle coupé. L'oiseau bleu. Ce n'était pas un jouet. C'était un rêve de liberté. C'était une partie de l'âme d'Élise, cachée dans un mur. « Et que s'est-il passé en 1958 » demanda Jean-Pierre, sa voix à peine un murmure. Le visage de Madame Hélène s'assombrit encore plus. « C'est là que la mémoire devient floue, dit-elle. Elle est tombée gravement malade cet été-là. On ne l'a plus vue du tout à la fenêtre. Puis, un matin de septembre, tout était silencieux, les volets fermés. Une voiture de déménagement était venue en pleine nuit. Le lendemain, ils étaient repartis. La maison est restée vide pendant des mois avant d'être vendue. Elle marqua une pause, posa sa tasse avec un tremblement. Les gens ont chuchoté, bien sûr. Certains ont dit qu'elle était morte et que ses parents, fous de chagrin, avaient fui. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle se pencha vers eux, baissant la voix. Il n'y a jamais eu d'enterrement, pas de service funéraire, pas de convoi, rien. Ils se sont juste volatilisés, comme s'ils voulaient effacer toute trace de leur passage. C'est comme s'ils voulaient que tout le monde oublie qu'Élise avait un jour existé. En quittant la maison de Madame Hélène, Jean-Pierre et Colette marchaient en silence, le poids de cette révélation les écrasant. Ils avaient recommencé leur enquête pour comprendre un fantôme. Ils venaient de découvrir quelque chose de bien plus terrible, le mystère d'une disparition, l'ombre d'un secret si lourd qu'il avait fallu faire disparaître une famille entière pour le garder. Le retour de la maison de Madame Hélène se fit dans un silence dense, un silence qui n'était plus rempli par la peur de l'inconnu, mais par la tristesse d'une histoire inachevée. Le nom d'Élise n'était plus seulement gravé dans le mur, il était désormais gravé dans leur cœur. La maison avait changé de visage. Ce n'était plus un lieu hanté par une entité malveillante, mais un sanctuaire abritant le souvenir fragile d'une enfant solitaire. Chaque courant d'air semblait être son soupir, chaque grincement de plancher, l'écho de sa solitude. Jean-Pierre et Colette se sentaient investis d'une mission qui les dépassait. Ils ne cherchaient plus à chasser un fantôme, mais à lui rendre justice, à lui offrir la paix en reconstituant le puzzle de sa courte vie. Leur maison était devenue la sienne, et ils n'étaient que des invités, arrivés 10 ans trop tard. L'obsession de Colette pour la petite chambre à l'étage se transforma. La peur laissa place à une forme de tendresse protectrice. Elle y entrait désormais non plus avec appréhension, mais avec respect, comme on entre dans un lieu de recueillement. C'est là, dans cette pièce, que tout devait se trouver. L'explication n'était pas dans les archives de la ville ou dans les souvenirs des voisins. Elle était là, emmurée avec le secret d'Élise. Guidée par une intuition nouvelle, Colette se mit à regarder la chambre différemment. Elle ne voyait plus des murs, mais la toile de fond d'une vie confinée. Elle ne voyait plus un plancher, mais le seul territoire qu'Élise ait jamais pu explorer, et ce grincement, ce bruit de pas nocturne qui les avait tant terrifiés. Et s'il ne s'agissait pas d'un pas, mais d'autre chose, d'un avertissement, d'une invitation, un après-midi, pendant que Jean-Pierre était encore au travail, Colette s'agenouilla à l'endroit précis d'où semblait provenir le son. Elle passa ses doigts sur les lattes de bois, sentant les aspérités, les différences de texture. L'une d'entre elles semblait légèrement surélevée, moins bien fixée que les autres. Quand Jean-Pierre rentra ce soir-là, elle lui montra sa découverte. Sans un mot, il alla chercher une pince dans sa boîte à outils. Avec une infinie précaution, comme s'il craignait de profaner une tombe, il souleva la latte de bois. En dessous, dans l'espace sombre et poussiéreux, il y avait une petite boîte en fer blanc, rouillée par le temps. Leurs mains tremblaient en la sortant de sa cachette. Ce n'était pas une boîte à trésors d'enfant ordinaire, c'était une capsule temporelle, une bouteille jetée à la mer de l'oubli. Ils l'ouvrirent. À l'intérieur, une collection de petits oiseaux en bois, similaires à celui trouvé dans le mur, chacun sculpté avec une patience touchante. Il y avait aussi des dessins au crayon, des esquisses d'arbres et de nuages, le monde tel que vu depuis la fenêtre de la chambre. Et puis, il y avait une photographie, au format portefeuille, le coin corné. Elle montrait le visage d'une jeune fille d'une dizaine d'années, avec de grands yeux sombres et graves, qui semblait apporter toute la mélancolie du monde. Un léger sourire flottait sur ses lèvres, un sourire timide, presque une excuse. C'était Élise. Lui donner un visage rendit la tragédie insupportablement réelle. Enfin, au fond de la boîte, enveloppé dans un morceau de tissu, se trouvait un petit carnet à la couverture de moleskine noire, le journal d'Élise. Ils s'assirent côte à côte, sur le sol de la chambre, et Colette commença à lire à voix haute, sa voix se brisant parfois.
L'écriture était ronde et appliquée. Les premières pages parlaient de choses simples, le chant des merles le matin, les histoires que sa mère lui lisait, son amour pour ses parents. Elle décrivait son monde, limité à ses 4 murs, mais riche de son imagination. Elle se dessinait des ailes pour pouvoir rejoindre ses amis les oiseaux. Puis, au fil des pages, le ton changea. Elle parlait de sa toux méchante, de la fatigue qui l'empêchait de se lever, des visites de plus en plus rares du médecin. Elle écrivait la peur dans les yeux de ses parents. L'été 1958 marqua un tournant. Les mots se firent plus courts, l'écriture plus tremblante. Elle décrivait la fièvre, les nuits sans sommeil, et surtout, la terreur d'être emmenée. Elle avait entendu ses parents chuchoter à propos du sanatorium, un endroit lointain dans les montagnes, d'où les enfants, disait-on, ne revenaient pas toujours. Elle sentait que ses parents lui cachaient quelque chose, un grand secret pour la protéger. Puis vint la dernière page, datée du 5 septembre 1958. L'écriture était à peine lisible, un simple filet d'encre sur le papier. Maman pleure en silence dans la cuisine. Papa a cloué une caisse toute la nuit. Il dit que nous partons en voyage, tous les 3. Un grand voyage secret, loin des médecins. Il dit que nous allons dans une maison au soleil, où je pourrai enfin respirer. Nous partons cette nuit, quand tout le monde dormira. Je ne peux pas emporter mes trésors. Ils sont trop lourds. Je les laisse ici, dans ma maison, pour qu'une partie de moi reste là où j'ai été heureuse. J'espère que les oiseaux ne se sentiront pas trop seuls sans moi. Colette referma le carnet, les larmes coulant sur ses joues. Jean-Pierre avait le visage enfoui dans ses mains. Le mystère était résolu. Le grand secret des Martin n'était pas un meurtre, ni un acte de malveillance. C'était un acte d'amour désespéré. Une fuite pour sauver leur enfant, non pas de la mort elle-même, mais d'un système médical froid et effrayant, d'une séparation qui, pour eux, équivalait à la mort. Le fantôme qui hantait leur maison n'était pas celui d'une enfant morte, mais l'écho incroyablement puissant de l'espoir d'une famille, un espoir si fort qu'il avait imprégné les murs, attendant que quelqu'un vienne enfin écouter son histoire. La lecture du journal d'Élise ne fit pas que résoudre un mystère. Elle accomplit un miracle. Une paix profonde, presque palpable, descendit sur la maison, comme si une tempête qui faisait rage depuis 10 ans venait enfin de s'apaiser. Les bruits ne cessèrent pas complètement, mais ils perdirent leur angoisse. Le grincement du plancher n'était plus le pas d'un fantôme, mais le simple travail du bois. Le courant d'air dans la petite chambre n'était plus un souffle glacial, mais une brise qui semblait aérer les souvenirs. La présence d'Élise était toujours là, mais elle n'était plus un poids. Elle était devenue une lumière douce, une mémoire bienveillante. Colette, libérée de sa peur, passait désormais de longs moments dans la chambre d'Élise, qu'elle ne considérait plus comme la chambre froide. Elle avait nettoyé et poncé la petite boîte en fer blanc et l'avait disposée avec les oiseaux en bois et le journal sur une petite table près de la fenêtre. C'était devenu un mémorial. Le rêve de Jean-Pierre et Colette d'une maison parfaite, neuve et sans histoire, était mort. Il était remplacé par quelque chose de bien plus précieux, une maison avec une âme, une maison qu'ils partageaient avec le souvenir d'une enfant qu'ils avaient appris à aimer sans jamais l'avoir connue. Leur mission, cependant, n'était pas terminée. Ils avaient écouté l'histoire d'Élise. Il leur restait maintenant à en découvrir la fin. Cette nouvelle quête devint le centre de leur vie. Ils se sentaient redevables envers Élise et ses parents. Ils devaient savoir si le pari fou de cet amour parental avait fonctionné, si Élise avait trouvé sa maison au soleil. Mais comment retrouver une famille qui avait tout fait pour disparaître 10 ans plus tôt? Les indices étaient bêtes minces. Le sud de la France, le soleil, une maison pour respirer. C'était une piste vague, immense. Ce fut Jean-Pierre, l'homme méthodique, qui repensa à un détail. Élise, dans son journal, parlait de l'odeur de la sciure sur les vêtements de son père, des chutes de bois qu'il lui rapportait. Et Madame Hélène avait dit qu'il travaillait à la ville. Henri Martin n'était pas un simple ouvrier. Il était probablement un artisan. Un menuisier, un ébéniste, c'était une hypothèse. Mais c'était la seule qu'ils avaient. S'armant d'une patience infinie, Jean-Pierre passa ses soirées à la bibliothèque, consultant les annuaires professionnels de l'époque. Il dressa une liste de toutes les chambres de métier et des syndicats d'artisans du bois des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. Il écrivit des dizaines de lettres. Dans chaque enveloppe, il glissait la même question, simple et polie. Un ébéniste du nom de Henri Martin s'était-il enregistré chez eux à l'automne 1958. Les semaines passèrent. Chaque jour, Colette attendait le passage du facteur avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Les réponses arrivaient au compte-gouttes. Des lettres administratives, impersonnelles. Aucune trace. Inconnues dans nos registres. Dossier introuvable. L'espoir s'amenuisait et le silence de l'histoire menaçait de retomber. Puis, un matin de printemps, près de 4 mois après le début de leurs recherches, une enveloppe différente arriva. Le papier était épais, l'écriture manuscrite et élégante.
Elle ne venait pas d'une administration, mais d'un certain docteur Alain Bernard, d'un petit village perché sur les hauteurs de Cassis, au bord de la Méditerranée. Le cœur battant, Jean-Pierre et Colette s'assirent à la table de la cuisine et lurent la lettre ensemble. Le docteur, aujourd'hui à la retraite, avait été le médecin du village pendant 40 ans. Il se souvenait parfaitement de la famille Martin. « Ils sont arrivés ici comme des naufragés », écrivait-il. « Discrets, presque craintif. Henri a trouvé du travail chez un petit fabricant de meubles. Il louait une modeste maison sur les hauteurs, balayée par le soleil et le vent marin. Ils vivaient y pour leur fille. Le docteur confirma leur théorie. Élise souffrait d'une forme grave de tuberculose. À l'époque, le protocole aurait été un placement obligatoire en sanatorium. Il comprit la fuite des parents et, touché par leur détresse, accepta de soigner l'enfant en secret. Et puis vinrent les mots que Jean-Pierre et Colette attendaient avec une angoisse infinie. « Leur sacrifice n'a pas été vain », continuait le docteur. « Pendant près de 3 ans, le climat du Sud a fait des merveilles. L'état d'Élise s'est stabilisé et même amélioré. Je n'oublierai jamais la première fois où je l'ai vue marcher sur la plage, ramassant des coquillages. Elle respirait difficilement, mais elle respirait le grand air. Elle a connu des après-midi de soleil. Elle a vu la mer. Elle a eu ce que ses parents étaient venus chercher pour elle. Un sursis de bonheur. Une vague de soulagement et de joie poignante submergea Colette. Élise avait eu sa maison au soleil. Elle avait connu la liberté, mais la lettre n'était pas terminée. Hélas, la maladie était trop ancienne, trop ancrée. Elle nous a quittés au printemps de 1961, à l'âge de 16 ans. Elle est partie dans son sommeil, paisiblement, avec ses parents à ses côtés jusqu'au dernier souffle. Ils l'ont enterrée ici, dans notre petit cimetière qui surplombe la mer. La seule chose qu'ils ont fait graver sur sa simple pierre tombale, c'est son nom et le dessin d'un oiseau en plein vol. La lettre se terminait en expliquant que les parents, Henri et Jeanne, n'avaient jamais quitté le village. Ils s'étaient éteints à quelques années d'intervalle et reposaient désormais à côté de leur fille. Ils avaient tout quitté pour elle et ils étaient restés avec elle pour l'éternité. En repliant la lettre, Jean-Pierre et Colette pleuraient en silence. Les larmes n'étaient nées pas seulement de tristesse, mais d'une étrange et déchirante beauté. L'histoire était terminée. L'écho dans la maison s'était tu pour de bon, car la petite âme qui l'habitait avait enfin trouvé son port d'attache, face au soleil et à la mer. Les années ont passé. La maison de 1968, autrefois si neuve et si pleine de promesses, a vieilli en même temps que Jean-Pierre et Colette. La peinture a été refaite plusieurs fois. Le jardin a vu des rosiers naître et mourir, et les rires de leurs propres enfants ont fini par remplacer les échos du silence d'Élise. Pourtant, son histoire n'a jamais quitté les lieux. Elle est devenue la fondation spirituelle de la famille, un héritage invisible transmis non pas par le sang, mais par l'empathie. L'été qui a suivi la découverte de la vérité, Jean-Pierre et Colette ont fait le voyage jusqu'à Cassis. Ils ont trouvé le petit cimetière balayé par les vents, surplombant le bleu infini de la Méditerranée. Ils ont trouvé la simple pierre tombale et l'oiseau gravé qui s'envolait pour l'éternité. Ils y ont déposé une petite sculpture d'oiseau en bois bleu, celle qu'ils avaient trouvée dans le mur, réunissant ainsi le premier et le dernier chapitre de la vie d'Élise. Ils ont compris que les parents d'Élise ne lui avaient pas seulement offert une maison au soleil, mais un repos face à l'immensité qu'elle avait tant rêvé de survoler. De retour chez eux, la maison leur parut enfin complète. Le souvenir d'Élise n'était plus une présence à apaiser, mais une histoire à chérir. La petite chambre à l'étage n'a jamais été un lieu de tristesse. Quand leur première fille, Sophie, est née, c'est tout naturellement qu'ils l'y ont installée. Mais avant d'y mettre le berceau, ils lui ont raconté, comme on raconte un conte, l'histoire de la petite fille, qui sculptait des oiseaux et qui rêvait de liberté. En grandissant, leurs enfants ont appris à voir le monde différemment. Ils ont appris que derrière chaque mur, il y a une histoire, que le véritable amour se mesure au sacrifice silencieux, et que l'on peut être un héros sans jamais avoir accompli de grands exploits, simplement en endurant l'insurmontable pour ceux que l'on aime. Jean-Pierre et Colette, en cherchant à bâtir un avenir, avaient finalement sauvé un passé de l'oubli. Ils pensaient acquérir des briques et un toit. Ils ont en réalité hérité d'une leçon de vie qui a guidé chaque jour de leur existence. Ils sont devenus les parents qu'ils sont devenus, parce que l'amour désespéré d'Henri et Jeanne Martin leur avait montré le chemin. Maintenant, je veux que vous regardiez à nouveau cette photographie de 1968. Regardez bien Jean-Pierre et Colette, souriant fièrement devant leur maison neuve. Au début de notre histoire, nous y voyons un couple heureux, inconscient du cauchemar qui se cachait à l'intérieur. Mais aujourd'hui, que voyons-nous? Nous ne voyons plus un cauchemar, mais une histoire d'amour et de sacrifice qui attend d'être découverte. Nous voyons deux personnes dont la vie est sur le point d'être changée à jamais, non pas par une maison, mais par le murmure d'une enfant oubliée. Leur sourire n'est plus celui de la naïveté, mais le dernier instant d'une forme de bonheur simple, juste avant de découvrir un bonheur plus profond, plus
plus complexe, celui qui naît de la compassion et de la mémoire. Cette photographie n'immortalise pas l'achat d'une maison. Elle immortalise le moment précis où un héritage invisible était sur le point d'être transmis, où deux âmes ordinaires ont été choisies pour devenir les gardiennes d'une histoire extraordinaire. L'histoire d'Élise et de la maison qui a gardé sa mémoire nous enseigne une leçon puissante. Nos foyers sont plus que des murs, ce sont des bibliothèques de vies humaines. Et les histoires les plus importantes sont souvent celles qui ne sont jamais écrites, celles des gens invisibles dont le courage et l'amour façonnent silencieusement le monde. Le véritable héritage d'Élise, c'est la compassion qu'elle a enseignée à une famille qui n'était même pas la sienne. Et cela nous amène à nous poser quelques questions. Quelles histoires pensez-vous que les murs de votre propre maison pourraient raconter? Quel est le plus grand sacrifice que vous ayez vu quelqu'un faire par amour? Et si une partie de vous était laissée derrière, quelles leçons voudriez-vous qu'elle enseigne aux autres? Nous sommes une communauté qui écoute les histoires jusqu'au bout. Si vous avez été touché par le voyage d'Élise vers le soleil, faites-le nous savoir en commentant le mot-clé secret, soleil. C'est notre façon d'honorer sa mémoire. Si ce sont ces histoires, ces voix oubliées que vous souhaitez entendre, alors abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la. Chaque interaction nous aide à exhumer un autre trésor du passé. Et cliquez ici pour découvrir une autre histoire oubliée que nous avons ramenée à la lumière. Merci de nous avoir écoutés.